Canisius fête cette année ses 50 ans d'existence. Bon nombre de nos téléspectateurs ne connaissent peut-être pas notre communauté. Révérend Père Recteur, en tant que recteur et professeur dans cet institut depuis une trentaine d'années, pourriez-vous nous retracer l'historique de la maison? Merci pour cette question et en même temps pour l'occasion que vous nous donnez pour retracer l'histoire de cette institution qui est une des premières institutions dans notre pays, du Congo, d'avoir organisé une formation systématique en philosophie pour des étudiants jésuites et pour des étudiants religieux en général. Mais pour comprendre cette institution, il faut peut-être faire un pas dans l'histoire et nous rappeler que les premiers jésuites missionnaires belges qui sont arrivés ici sont arrivés en
1893, ils sont arrivés à Kinshasa, dans la région de quartier d'Ndjili, qu'ils ont abandonné vite parce qu'il y avait trop de moustiques. Ils sont arrivés ici à Kimwenza. Et c'est très vite après leur implantation ici à Kimwenza comme responsable d'une colonie scolaire qu'un des premiers missionnaires jésuites, le père Liagre, avait déjà pensé à organiser un cours sous forme de petit séminaire pour former des jeunes à devenir prêtres et à pouvoir aider les missionnaires à prendre en charge l'évangélisation de l'Afrique. Malheureusement, cette première tentative n'a pas réussi à cause de la maladie du sommeil qui a disséminé la population d'ici. Ils ont émigré vers Kisantu et finalement ce projet de formation des jeunes futurs prêtres s'est réalisé à partir de l'Emfou en 1922. Après a suivi le grand séminaire de Maïdi et à partir des années 40, la compagnie recevait déjà des demandes de jeunes Congolais qui voulaient devenir jésuites eux aussi. Un premier noviciat à Djouma en 1948. Et comme vous le savez, le cycle de formation des jésuites s'étend sur plusieurs étapes. Après 2 ans de noviciat, ils avaient 2 ans de juvénat, un peu de régence, et après devaient suivre la philosophie. C'est dans ce but-là que les premiers missionnaires ont fait le choix, ici de Kimwenza, où les jésuites avaient une large concession attribuée par l'État colonial de l'époque pour l'organisation de leurs œuvres caritatives et éducatives. Et c'est sur cette concession qu'ils ont conçu de construire un scholastica, une maison de formation pour les jésuites congolais et les jésuites venus aussi d'autres pays pour la formation philosophique, étape nécessaire dans la formation d'un jésuite. Pourquoi Kimwenza? Parce qu'on avait hésité sur l'endroit. Kimwenza parce qu'effectivement, en même temps que les jésuites construisaient le scholastica à Kimwenza, ils avaient aussi entamé la construction de la grande, majestueuse université Lovanium, première université catholique de l'Afrique noire. Cette université a ouvert ses portes le 15 janvier 1954. Le Scholastica a ouvert ses portes en décembre 1954. Donc 2 institutions parallèles, mais qui étaient autonomes, mais qui allaient toujours collaborer très étroitement par les professeurs qui enseignaient dans les 2 institutions et en suivant tous les 2, chacun de son côté, l'évolution à la fois de la science et de la méthodologie de la transmission des connaissances. C'est ainsi que Canisius a commencé en 1954. D'abord, c'était une première génération des premiers scolastiques, comme le père Ekwa, le père Matadi, qui d'ailleurs ont rendu témoignage de leurs premières expériences dans le livre que nous avons publié à l'occasion du cinquantenaire, Former l'homme, 50 ans d'histoire de l'Institut Saint-Pierre Canisius. Et à partir de cet effort, s'est développée maintenant la formation philosophique, la formation humaine, intellectuelle, nécessaire pour préparer des jésuites scolastiques à la théologie et à l'apostolat en Afrique et dans le monde. Parce que nous constatons d'ailleurs que 3 ans à peine après l'ouverture de l'Institut Canisius, des jésuites belges, espagnols, rwandais, barundi sont venus ici pour former une seule communauté internationale, panafricaine et internationale, pour la formation de la philosophie. Nous avons connu maintenant plusieurs étapes dans l'histoire de notre institut, étapes qui suivent d'ailleurs un peu l'évolution des événements, de l'évolution de la science et de la méthodologie de la transmission de la philosophie pendant ces demi-derniers siècles. Et donc c'est toute une évolution qui s'est marquée pendant 25 ans, presque 30 ans, jusqu'au moment où notre institut a été affilié, agrégé à Rome, en reconnaissant, en habilitant cet institut à donner des diplômes de licence, et le gouvernement congolais nous a donné la possibilité
de créer un deuxième cycle de licence en philosophie. Voilà une première évolution à plusieurs étapes, comme vous le constatez, avec, en répondant à la fois aux exigences, à l'évolution aussi bien du pays que de l'Église et du monde scientifique et philosophique en particulier. À côté de cela, et en réponse d'ailleurs à un autre besoin vital de la population, à savoir l'amélioration du niveau de vie, de la nourriture, du développement rural, un groupe de jeunes jésuites congolais a pris l'initiative avec l'appui du père Matungulu et de sa consulte de créer un institut supérieur agro-vétérinaire. Vous connaissez l'histoire de notre province. Le frère Gillet avait commencé déjà à Kisantu au début du XXe siècle, dans les années 1904, un jardin botanique expérimental où il expérimentait des nouvelles plantes, de nouvelles formes de culture et en vue d'amélioration de l'alimentation et du développement de la région et de la population. Cet institut a été donc initié il y a 10 ans, en 1994, l'Institut supérieur agro-vétérinaire, pour former des hommes et des femmes, religieux, prêtres et religieuses, capables de prendre en main le développement rural, d'améliorer la situation de nos agriculteurs et ainsi de promouvoir un niveau de vie meilleur, plus digne et visant une production plus intense, plus développée et plus répondant aux exigences de la vie actuelle. Cet institut célèbre cette année ses 10 ans. Chaque année, nous avons plus de 100-120 étudiants, 3 graduats, et nous espérons que d'ici 2-3 ans, nous pourrons aussi commencer à ouvrir le deuxième cycle de licence afin de mieux répondre à toutes les exigences, à tous les besoins de la population qui nous entoure. Ces jours-ci, par exemple, plusieurs séminaires ont été organisés et pour ça, nous pouvons heureusement faire appel à une collaboration internationale très efficace avec des universités canadiennes, avec des universités françaises et belges, qui nous aident et nous appuient dans les efforts que l'Institut déploie pour former des techniciens, éleveurs, agriculteurs sur place. Un séminaire qui a été organisé ces jours-ci avec une trentaine d'agriculteurs de la région, mais surtout avec des anciens étudiants de l'ISAV, qui après une pratique viennent vérifier leurs connaissances, améliorer leur méthode de travail et ainsi l'Institut espère collaborer effectivement à l'amélioration du niveau de vie, à l'amélioration, à l'approfondissement des techniques de développement qui ne peuvent que bénéficier, dont ils peuvent bénéficier pour et au service de notre peuple. Vous avez parlé de l'ouverture de l'Institut philosophique Saint-Pierre Canisius. Pourriez-vous nous relater un peu les faits qui se sont passés ces jours-là? Nous sommes arrivés un certain matin de 10 décembre et la maison était neuve, les chambres étaient propres, elles sentaient encore un petit peu l'argile, le milieu était calme. Nous avions pris notre premier repas dans le réfectoire qui venait d'être peinte. Tout était nouveau et nous même pas dépaysés parce que nous étions habitués à vivre en fait le premier dans les bâtiments qu'on construisait. C'était le cas à Djoma, ce fut le cas aussi à Kimwenza, c'était encore dans les bâtiments que l'on construisait. Alors on n'était pas nombreux, ce qui était agréable. On avait des formateurs, les gens
très aimable. Et puis, oui, chacun avait sa personnalité. Je n'oublie jamais le père Rollier, qui était notre recteur. C'était un homme du Nord, très bon, certainement philosophe, thomiste, mais excessivement réservé dans sa façon d'agir et de parler. Pour le voir sourire, c'était toute une affaire. Il fallait presque négocier son sourire pour qu'il puisse vous le donner. Et le père de Vogel avait été recteur à Bukavu, au collège Notre-Dame de la Victoire à Bukavu. C'était un homme aussi très posé. Ce type de jésuites qu'on voit, disons, je ne dis pas qu'on n'en voit pas, enfin qu'on voit de moins en moins parce qu'ils avaient été formés selon l'ancienne école. Alors c'était un homme qui vivait pratiquement dans sa chambre. Il venait nous donner cours. La salle de cours se trouvait juste au-dessus de sa chambre. Il montait au premier étage et nous étions là. Alors il donnait cours. C'était un homme d'une culture très vaste. Alors il lisait tous les livres qui sortaient sur la philosophie à ce moment-là. C'était très agréable. Il y avait le père Van der Rohe, qui était à la fois ministre et homme de... Il nous donnait des cours de sciences. C'était un jeune très dynamique. Je crois qu'il devait avoir à peu près votre âge ou un peu plus. Très dynamique, compris alors qu'il allait passer son temps de détente dans les grottes de Mbansangungu, qu'on appelait Taisville, et pour y parler aux poissons aveugles.
parmi ceux qui étaient avec moi en philosophie à ce moment-là, il y avait notamment le père Ndundu, qui lui n'a fait qu'une année parce qu'il avait déjà fait le grand séminaire à Maïdi, presque complètement, et donc il n'a fait qu'une année pour reprendre la philosophie, et puis après il est allé, je crois, en Régence, et puis en théologie. Il y avait aussi des gens comme le père Moulawai, qu'on destinait après à être maître des novices, et puis qui est mort, comme vous savez, il s'est noyé. En Espagne, il y avait le père Nkweti, et puis les autres, je ne sais pas, un certain nombre de Rwandais aussi, et je ne sais pas très bien ce que tout ce monde-là est devenu. Beaucoup après, hein, beaucoup de ceux qui étaient avec moi en philosophie ont quitté la compagnie. C'était un moment difficile pour les jeunes scolastiques parce que c'était le début de l'indépendance du pays, hein, et il y avait, contrairement à ce qui se passe maintenant, il y avait beaucoup de demandes pour des intellectuels bien formés, etc. Et ils étaient très sollicités, hein, pour faire de la politique et des choses pareilles. Et alors je pense que c'est la raison pour laquelle un certain nombre nous ont quittés. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? C'était donc c'était assez relax. Il y avait la route en macadam n'existait pas encore. Notre promenade favorite c'était à 4 heures nous allions vers le campus. On faisait souvent aller-retour en 3/4 d'heure à pied. C'était une route en sable. Quand on allait au campus, on allait à pied toujours. Il n'y avait pas de taxi-bus, rien du tout, puisqu'il n'y avait pas de route. La route était mauvaise. Alors on allait souvent se balader là-bas. Puis ou bien on allait à la gare de l'autre côté, on remontait. C'est comme ça qu'un jour le père Kissomé, tiens, était avec nous, et a été pris en stop par le président Kasavubu, qui revenait de ses champs à Njili Brasserie, et qui l'a pris en stop pour remonter, et Firmin ne s'était pas rendu compte tout de suite qu'il s'agissait du président, et après un moment il le regarde, mais c'est monsieur le président, je crois. Alors c'était une des bonnes histoires, oui. La formation qui est donnée à l'Institut Saint-Pierre Canisius comprend 4 grands aspects. Comme vous avez dit, l'aspect intellectuel, mais aussi l'aspect communautaire et aussi la formation spirituelle et apostolique. Je suis plus spécialement responsable de ces 2 derniers secteurs, la formation spirituelle et apostolique. Commençons par la formation spirituelle. Il y a là 3 grands secteurs. D'abord, le secteur le plus important, l'accompagnement spirituel. Moi-même, mais aussi les autres membres de l'équipe des formateurs, nous accueillons ceux qui veulent venir chez nous en accompagnement spirituel. Chacun de nos étudiants a ainsi un accompagnateur spirituel. Moi-même, j'en accueille un certain nombre parmi eux, et ensemble, avec chacun de nos étudiants jésuites, nous voyons comment ils peuvent progresser et grandir dans leur vocation, leur fidélité au Seigneur et à l'appel qu'il leur adresse. Cela est donc l'accompagnement spirituel. Ensuite, il y a également les récollections mensuelles et les triduas, des retraites de 3 jours que nous organisons 3 fois à l'approche de Noël et de Pâques. Les récollections mensuelles, ce sont des week-ends qui sont organisés chaque mois, pour lesquels j'invite des conférenciers qui présentent un thème, et ensuite ils ont des temps de prière personnelle, de réflexion, d'évaluation de leur vie, et également des échanges en équipe. 2 fois par an, comme je disais, à l'approche de Noël et à l'approche de Pâques, nos étudiants jésuites ont également une retraite de 3 jours, durant lesquels ils réfléchissent plus en profondeur sur le sens de leur engagement religieux, et alors, à Noël et à Pâques, ils renouvellent par dévotion les vœux perpétuels qu'ils ont faits à la fin de leur noviciat. Ensuite, finalement, il y a mon engagement dans le domaine de la liturgie. Ce sont bien entendu les Eucharisties et les autres prières à la chapelle chaque jour, mais alors surtout les grands moments, les grandes fêtes, comme ce que nous venons de vivre, la Semaine Sainte, la fête de Pâques, ou ce que nous aurons bientôt, la messe solennelle à l'occasion
de la fête de Saint-Pierre Canisius qui marquera justement la messe du cinquantenaire de l'existence de notre institut. Voilà en bref le domaine de la formation spirituelle pour lequel je suis responsable. Voilà donc pour la formation spirituelle. Qu'en est-il de la formation apostolique dont vous avez parlé? Nous avons voulu que dans la formation que reçoivent nos jeunes compagnons jésuites, il y ait à côté de l'aspect principal, les études, également un aspect apostolique. Une initiation, encore un début d'initiation au travail apostolique, au travail pastoral qu'ils auront à faire plus tard, une fois qu'ils seront prêtres et que leur formation sera achevée. Comment est-ce que nous mettons cela en œuvre? Eh bien, je propose un certain nombre d'activités. Chacun d'entre eux, nous avons environ 60 étudiants jésuites, chacun d'entre eux choisit une activité qui l'occupe environ une petite demi-journée par semaine. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Les uns accompagnent des groupes de jeunes et donnent des conseils aux responsables de ces groupes. D'autres donnent de la catéchèse préparatoire au sacrement. D'autres donnent des cours de religion dans des instituts secondaires, par exemple ici, Bundusonga ou bien nos deux collèges, Bonsomi et Bogoto. D'autres visitent des malades à gauche ou à droite dans différents hôpitaux ou cliniques. D'autres sont des accompagnateurs de communautés de vie chrétienne, CVX. D'autres encore donnent des coups de main à gauche et à droite dans les paroisses des environs, par exemple, pour donner un cours pour animateurs. Avec eux, je choisis l'activité, je leur fournis les instruments dont ils peuvent avoir besoin dans cette activité et à la fin de l'année, je fais l'évaluation. Évidemment, si en cours d'année il y a une difficulté, nous voyons ensemble comment les résoudre. Voilà pour ce qui est cette formation apostolique. Pour penser l'avenir de l'institution, je crois qu'il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est l'histoire. Et quand je parle de l'histoire, je parle d'une tradition. Le deuxième paramètre, c'est le contexte actuel. Et puis après vient évidemment l'avenir. L'institution dont nous célébrons les cinquantenaires est portée par une tradition. C'est une tradition profondément humaniste et c'est une tradition qui tient compte du message de l'Évangile. C'est une tradition humaniste et si vous l'avez remarqué, nous avons décidé d'intituler le livre Mémoire du cinquantenaire « Former l'homme ». Parce qu'en fait, toute la tradition de l'institution qui rejoint l'intuition du saint patron de l'institution, Saint-Pierre Canisius, c'est cela, former l'homme. Depuis ses débuts, l'Institut Saint-Pierre Canisius ne vise que cela, former l'homme. Et qu'est-ce que ça signifie, former l'homme? Ça ne signifie pas seulement lui donner une instruction. Ça signifie aussi en faire un homme éduqué. Il y a une différence entre instruire quelqu'un et l'éduquer. Instruire, c'est communiquer un savoir. Éduquer, c'est faire en sorte que le savoir qu'on lui communique profite à l'universel. Qu'il soit capable, avec le savoir qu'il possède, de se dépasser lui-même pour tenir compte de l'humanité en lui-même et dans l'autre homme. C'est cela qui me frappe dans l'institution où nous sommes aujourd'hui. Comme étudiant, j'ai bénéficié de cela.
cette dimension double d'une instruction, d'une introduction dans la science et en même temps d'une attention à accorder à l'humanisme, à l'universel. Puisque nous avons bénéficié de cela, que pouvons-nous faire nous autres à notre niveau, sinon continuer cette tradition humaniste d'une instruction qui va ensemble avec l'éducation et l'attention à tout ce qui est promotion de l'humain en soi-même et d'autrui. Je disais qu'un deuxième aspect serait tenir compte du contexte. Évidemment, quand nous on a étudié ici, c'était un contexte autre, les années 80. Le contexte que nous avions a fait que nos formateurs, nos professeurs adaptent leur enseignement à ces contextes religieux, social, politique. Quand je suis revenu pour une deuxième fois en 89, c'était un autre contexte, le contexte de démocratie, de multipartisme. Et quand je suis revenu en 93, c'était le contexte d'un pays qui a connu le pillage. Maintenant, c'est un contexte d'un pays qui connaît la guerre, avec ces hésitations dans la transition que nous espérons bientôt finie. Vous voyez, c'est l'attention à tous ces contextes-là qui nous permettra de marquer l'avenir. Ce contexte trouble qui dure depuis plus de 20 ans, c'est un contexte qui forme une certaine mentalité, une certaine culture. Et nous qui enseignons, nous percevons cela, qu'il y a toute une génération qui est marquée par une mentalité assez particulière. Notre tâche à nous, c'est de redonner confiance, de chercher ce qu'il y a de plus positif dans chaque étudiant, dans chaque homme que nous formons, lui faire découvrir ce qu'il y a en lui de profond, d'humain, qui peut s'épanouir encore, et alors travailler pour que cela s'épanouisse davantage. Ce n'est pas seulement parce qu'il sera religieux, qu'il sera prêtre, mais même nos laïcs, nous voulons qu'ils soient des hommes capables d'être au service de l'Afrique et de la nation avec compétence et vertu. C'est cela les perspectives d'avenir pour moi, et cela rejoint alors le thème, non pas du livre formellement, mais le thème du colloque, les défis du savoir. Comment faire en sorte que le savoir que nous donnons, que nous offrons à nos jeunes, soit un savoir qui tienne en compte la vertu, l'intelligence, la compétence et l'universalité. L'avenir de Canisius, moi je le vois dans cette direction-là. Travailler pour que compétence, intelligence, vertu et humanisme aillent ensemble. Nous avons été héritiers à notre manière d'une telle perspective. Maintenant, nous essayons d'offrir une formation qui donne l'attention à la culture, qui nous façonne à l'intelligence qui est en nous et à l'humanité que nous devons promouvoir. C'est cela que nous ferons aussi dans l'avenir. Merci pour la question. En ce qui concerne l'Institut supérieur agrovétérinaire, l'Institut supérieur agrovétérinaire Saint-Pierre Canisius tire son origine en l'année 1994.
Et je dirais c'est de la sensibilité humaine, du réalisme intellectuel du frère Père Matungulu de Reste Mémoire, alors qu'il était provincial de la province d'Afrique centrale de l'année 1990-1995. Cet ISAV est né dans un contexte de crise. Et c'est à force de cette sensibilité que le Père Matungulu s'est dit, si nous avons des écoles d'enseignement général, n'est-il pas possible de créer une école technique, une école qui s'occuperait peut-être qui lutterait contre la faim. Et c'est dans cette idée qu'il a d'abord réuni un ensemble, donc un groupe de jésuites africains qui ont fait les sciences exactes. Et alors, en ce moment-là, à partir de cette réflexion, a germé l'idée de créer l'Institut supérieur agrovétérinaire, qui a abouti en même temps, qui coïncidait avec les colloques du centenaire. Et fort de cette réflexion, on a pu créer, en collaboration avec les laïcs, les anciens jésuites, a créé cet ISAV, mais qui renouait avec l'ancienne tradition jésuite, avec le frère Gillet, vous connaissez bien le jardin botanique de Kisantou, qui renouait un peu avec l'esprit de la ferme chapelle, c'est-à-dire de création des écoles d'agriculture, des écoles professionnelles, pour donner un métier, pour donner de quoi manger. Alors, toute l'évolution est partie de l'intuition, comme je disais, du Père Matungulu. Et alors on a fait les démarches administratives. Le Père Matungulu a écrit au Père Général, qui a répondu, suivant les postulats qui étaient envoyés, en disant, puisque les jésuites pensent à une université, voilà une première réponse, c'est-à-dire la création de l'ISAV. Et comme toute institution d'enseignement supérieur, il existe l'administration, il y a un directeur, il y a un secrétaire académique, il y a un secrétaire administratif, il y a un intendant, et il y a plusieurs jésuites qui se sont succédés. Et le noyau du départ, qui était de 25 étudiants que nous avons pris l'année 1994, et aujourd'hui, nous arrivons jusqu'à avoir 250 candidats qui frappent à la porte de l'ISAV. Et de ces 250, il faut trier 50. Et je vous assure que l'équation n'est pas facile. Et l'ISAV regroupe ou reçoit les étudiants venant de toute la République. Il y a même, pour le moment, les étudiants avant les événements de la guerre. Il y avait nos confrères, donc les étudiants qui venaient du Rwanda, du Burundi, il y a le Cameroun. Ces éléments ramassés, et c'est que nous fonctionnons jusqu'à aujourd'hui pour 10 ans. Mais alors, après 10 ans, l'ISAV, que sera l'ISAV de demain? Je pense que l'ISAV de demain dépendra d'un certain nombre de projets qui jailliront d'une volonté de changer le présent pour préparer un futur meilleur. En ce sens que ces projets qui tirent leur origine, les besoins locaux, partiront, par exemple, il faut doter l'ISAV des infrastructures dignes de ce nom, c'est-à-dire que la construction de nouvelles ISAV avec ses propres bâtiments, pour créer un second cycle qui fera tout de même cette réponse des consortiums canisiens, ou les canisienums, comme aimait bien dire le Père Général, qui fera que de cette institution naîtra une autre institution d'enseignement supérieur. En plus de cela, nous allons renforcer, je dirais, les activités d'autofinancement de l'ISAV, c'est-à-dire par exemple la création de petites unités de production ou de transformation. Et en plus de cela, nous aurons un peu à gérer la préformation. C'est-à-dire, nous voulons créer, dès le départ, les objectifs de l'ISAV, c'est former des étudiants, former des ingénieurs chrétiens capables de créer leur propre emploi. Or, nous savons que le problème d'installation de ces ingénieurs se pose de plus en plus par manque de microcrédits. Je pense que demain sera la bataille la plus grande, c'est créer une structure pour créer le microcrédit afin que nos ingénieurs que nous avons formés s'installent dans leurs propres exploitations. Voilà un peu ce que je peux dire, ce que sera, ce que hier nous savons, ce qu'il est aujourd'hui et ce qui sera. La bibliothèque Saint-Pierre-Canisius a commencé avec l'Institut Saint-Pierre-Canisius en 1954. Elle a commencé comme bibliothèque de la maison et des professeurs.
Et puis elle s'est agrandie, elle est devenue importante au fur et à mesure que les années passaient, au point que vers les années 1980, elle a été ouverte au public extérieur à Saint-Pierre-Canisius, principalement au public qui venait de l'université de Kinshasa et des instituts universitaires de la capitale. Et jusqu'en décembre de cette année, de l'année 2003, elle a fonctionné dans l'ancien local qui avait été conçu comme bibliothèque de l'Institut Saint-Pierre-Canisius. Et à partir de décembre, du 15 décembre, nous avons commencé à la transférer dans le nouveau bâtiment bibliothèque où maintenant elle fonctionne depuis le 1er février 2004. Des travaux pour la rendre moderne avaient commencé déjà depuis 2 ans avec le père Alban qui avait créé le fichier informatique, le catalogue informatique, et nous continuons à travailler là-dessus et nous continuons à faire avancer ces fichiers, à cataloguer les livres qui nous arrivent. La bibliothèque a un volume assez important de livres, en tout cas pour ceux qui regardent notre pays. Elle a plus de 80 000 ouvrages et elle est abonnée à plus de 250 revues, dont une cinquantaine est encore vivante. Et elle reste ouverte au public. C'est le public extérieur d'ailleurs qui la fréquente le plus. Et pour consulter des livres à la bibliothèque, puisqu'on ne consulte que sur place, il faut s'abonner et détenir une carte valide qui peut être de 3 mois ou de 6 mois. Quand on vient, alors on a accès au fichier, on se fait servir et on travaille sans encombre. Je m'appelle Gondo Crépin Giscard, je suis du Congo-Brazzaville, de la province de l'Afrique de l'Ouest. Quelles sont vos impressions sur la formation philosophique à l'Institut Saint-Pierre-Canisius? L'Institut Saint-Pierre-Canisius est une existence chaleureuse. C'est une faculté qui a un regard sur l'Afrique, un regard sur les conditions matérielles de notre existence. En arrivant ici à Canisius, je m'étais mis devant un ensemble de conditions qui me permettent de développer et d'asseoir une connaissance philosophique de base. Et en considérant donc l'ensemble des ouvrages que nous avons, la compétence enseignante que nous avons, je me suis, par ces temps que j'ai passé ici, donné une certaine base à ma connaissance philosophique. Et Canisius, c'est aussi donc un désir de poursuivre, de se donner des connaissances qu'il faille, parce que notre Afrique a besoin de ce genre de réflexion, une analyse sur les conditions politiques, sociales de notre continent. Et donc Canisius, c'est donc cet espace-là qui nous est donné par la compagnie de nous assimiler d'abord cette connaissance qui est exigée avant de pouvoir l'appliquer au sein de notre existence. Donc le regard que j'ai de Saint-Pierre-Canisius, c'est un regard positif. Un regard positif, et avec l'inauguration ou la commémoration, ou disons mieux la célébration du cinquantenaire, c'est un pas que nous allons faire, mais c'est aussi un temps d'arrêt pour reconsidérer notre histoire commune, l'histoire des premiers pères qui ont eu cette idée de construire cette maison, et les pères qui avaient donc un regard optimiste. C'est ainsi que nous pensons que ce temps, cette année, est véritablement un éloge à l'optimisme. Et nous nous inscrivons donc dans cette dynamique à devenir demain des jésuites qui tiennent, des jésuites qui réfléchissent et des jésuites qui tentent de donner des réponses aux problèmes qui se posent. Je m'appelle Loa Faso Bienvenue. Je suis étudiant jésuite ici à Saint-Pierre-Canisius. Je fais la 3e année, graduat. Je suis guinéen de la Guinée-Conakry, de l'Afrique de l'Ouest. Alors, mon impression sur la faculté de philosophie Saint-Pierre-Canisius est très positive
D'abord, à cause de la qualité de l'enseignement et aussi la qualité du travail fourni par les étudiants. Et je pense que cela est dû non seulement au cadre, un cadre paisible, et également aux conditions de travail. L'horaire des études à Canisius est bien aéré. On commence les cours à 8 h et on arrête à 12 h. Cela permet aux étudiants d'avoir un temps libre pour étudier, pour faire des recherches. Et puisqu'il y a une bibliothèque bien fournie, moderne, qui est à jour, avec des ouvrages toujours renouvelés, ça permet aux étudiants de donner le maximum de lui-même. Et aussi les TP, c'est-à-dire les travaux pratiques dirigés, ainsi que les travaux de séminaire, permettent aux étudiants d'approfondir ce qu'ils ont reçu comme connaissances pendant les cours. Et aussi, c'est une façon de les initier à la méthode de recherche scientifique. Je pense que ce sont des atouts que la faculté a et qui sont appelés à être améliorés. Stanislas Kimpeye, scolastique jésuite de la province jésuite d'Afrique centrale. Je suis en 3e année de philosophie. Père Stanislas, quelles sont vos impressions sur la qualité de la formation dispensée à l'Institut Saint-Pierre Canisius? Je vous remercie d'abord pour la question très pertinente. Pour ma part, je pense que la formation philosophique que nous recevons à Canisius éveille à chacun des étudiants l'esprit critique. Autrement dit, chaque étudiant est formé à la critique des événements et de la situation géopolitique du monde actuel. Aussi, le contexte de crise de l'éducation en République démocratique du Congo suffit-il pour mesurer le poids et la taille de la formation philosophique que nous recevons à Canisius? Bref, notre formation philosophique à Canisius nous ouvre à la quête d'un monde où domine les mieux être, les mieux vivre et les mieux faire.
Kumba, vous êtes...